On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 38, la méthode inductive au collège. C'est vous qui faites cours. Ça, c'est une phrase que dit souvent Camilla, enseignante en lycée polyvalent à Fresnes, face au regard surpris de ses élèves. Et pour cause. Elle est adepte de la méthodologie inductive, une approche de pédagogie active qui implique ses élèves au maximum, non pas dans l'absorption de savoirs théoriques, mais dans l'engagement de la réflexion autour d'un certain sujet. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux, ce que c'est, qui les utilise et comment. Vous vous souvenez que c'est vous qui faites le cours ? Venir dans une classe de lycée, pour l'ancienne institutrice que je suis, franchement, c'est toujours une expérience très très enrichissante. Merci Camilla de nous immerger dans cette ambiance adolescente. Ravie. Attention, on commence. Quel était le sujet du dernier cours ? On va parler de la manière dont tu mènes tes cours. Tu parles de méthode inductive. Absolument. Tu nous racontes ce que tu mets derrière ce terme ? La méthode inductive, c'est mettre l'élève, alors maintenant on appelle ça l'apprenant, mais moi je préfère élève, au cœur des apprentissages, en le plaçant lui comme acteur complet du cours. Moi je leur dis souvent, je rigole souvent avec eux en leur disant que c'est pas moi qui fais le cours. Donc ça les étonne toujours, mais c'est exactement ça la méthode inductive, c'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, je donne les billes. Alors bien entendu, je prépare mon cours, je cherche mes textes, mes supports de cours, etc. Et je les emmène avec moi vers leur cours. Et en fait, la méthode inductive, on appelle ça aussi la méthode OAC, donc observation, analyse et conclusion. C'est exactement ça. On observe, on se questionne, même si c'est faux, même si parfois les problématiques elles sont fausses, on pose une hypothèse et on voit si à la fin on arrive ou pas à la résolution de cette problématique ou à la bonne résolution de cette hypothèse. Donc c'est ce que je fais. Alors maintenant, on va passer sur le vif du sujet d'aujourd'hui. Hop là. On va aller sur notre superbe Geniali. Nous allons travailler sur les différents groupes de réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, on va d'en découvrir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu aurais un déroulé type d'une séance avec ce type de méthode ? Oui, alors concrètement, quand je suis chez moi, parce que c'est comme ça que ça commence, on est d'accord, comme tous les profs, on commence à prendre donc notre référentiel, on regarde le sujet du jour et là où on veut emmener nos élèves, donc nos objectifs à nous, pédagogiques. Et après, on installe petit à petit des exercices ou qu'on appelle activités en lycée professionnel pour justement arriver à ce qu'on veut faire découvrir du cours. Donc en général, les premières fois, c'est des textes qui parlent du sujet, donc c'est des définitions, c'est des concepts, des choses comme ça. D'abord, on va lire le document 4. Le document 4, c'est celui-ci. D'accord ? Ce document 4, je vous laisse du temps pour le lire. Vous allez répondre aux questions sur la feuille de cours.
Et puis après, l'activité numéro 2, c'est souvent une analyse. Donc c'est à ce moment-là que, par exemple, on montre un graphique, on montre une vidéo pour expliciter en fait la problématique, pour que les élèves qui se sont questionnés pendant la phase d'observation puissent se dire « Ah oui, j'ai bon » ou « Non, j'ai pas bon, il faut que je recommence ». Et ça se passe dans leur tête en fait. Et puis aussi quand ils ont des questions. Et puis au final, à la fin de la séquence, en général, on arrive à une conclusion. Alors, vous vous souvenez, on a vu tel concept. Qu'est-ce que vous en avez vu? Et donc, c'est les élèves qui me disent, on a vu ça. Ok, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, si on parle des réseaux sociaux, au début, c'est quoi un réseau? Qu'est-ce que c'est un réseau social? Quelles sont les différentes formes de réseaux qu'il y a? On les observe, on en parle, et puis à la fin, on se dit, ok, finalement, le réseau social, c'est ça nous sert à ça, et finalement, les socionautes français ou les gens qui utilisent ces réseaux sociaux, ils ressemblent à ça. Donc voilà, c'est typiquement ce que je fais. Alors c'est une méthode qui est utilisée surtout en lycée professionnel parce que on essaye de mettre les élèves en activité. Mais finalement, moi qui aussi fais un peu de lycée général, j'ai adopté cette méthode-là parce que finalement, je trouve que les élèves ne sont pas spectateurs. Ils sont pas juste là en train d'écrire. D'après le document 4, il y a ici, vous voyez, ici il y a des mots. Alors d'accord, c'est de l'anglais, mais vous êtes bilingue, on est d'accord, on est tous bilingues dans la salle. Oui, Of course. Of course. Donc, sharing, c'est quoi? Partage. Partager, oui. Voilà. Donc toutes ces applications-là qui sont ici sont faites pour le Partager. Exact. Et qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans ta carrière? Oui, alors je ne suis pas prof de formation et je me souviens très très bien de mon premier cours en lycée professionnel. Je suis entrée dans la classe, j'étais toute fière d'être nouvelle prof et je me rappelle très bien, c'était un cours d'économie droit, donc je rentre dans ma salle, j'accueille mes élèves. Et puis, je leur fais, alors, grand 1, nous allons voir tatati et tatata. Alors, petit 1, vous écrivez sur vos cahiers. Et là, je voyais bien qu'il y avait un souci. Les élèves me regardaient avec de grands yeux. Alors, ils ont été hyper accueillants, bienveillants, etc. parce qu'ils ont suivi le jeu. Mais à la fin du cours, j'avais l'impression qu'en fait, ils n'avaient rien vu, rien retenu, rien... Et c'est ma collègue, juste après le cours, je suis allée la voir et je lui ai dit « Mais écoute, je comprends pas. » J'ai fait mon cours et elle m'a dit « Mais t'as fait comment ?» Je lui ai dit grand 1, petit 1, grand 2, petit 2. Et là, elle m'a dit « Mais non, il faut utiliser de l'inductif. » Et moi, j'étais là, je me dis « Qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Et je suis allée me renseigner. Et moi qui étais élève toute ma vie, en fait, et à qui on n'a pas du tout enseigné comme ça, je me suis beaucoup questionnée. Je suis allée chercher des auteurs, je suis allée chercher des manières d'être. C'est comme ça aussi que j'ai connu être prof, voilà, concrètement. Et puis, aujourd'hui, j'en suis là. Oui, Abdallah. Pour cette question-là, madame, j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire. Oui, alors ici, en fait, il y a 2 catégories de personnes. Oui. Il y a ce qu'on appelle les boomers. Ils ont entre 55 ans et 75 ans. Oui. Ok. Ils utilisent en majorité quoi? Facebook, après Skype et WhatsApp. Maintenant, il y a la génération Z. Qui c'est la génération Z? C'est nous. C'est vous. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Reddit, Ouais. TikTok, Ouais. Twitch et Snapchat. Quand on sait que ce qui est créateur d'inégalités chez nos élèves, et notamment chez nos élèves de lycée professionnel, c'est ce qui pourrait être identifié comme le manque d'explicitation de ce qu'il faut mobiliser dans sa tête comme gestes mentaux, comme gestes cognitifs. Comment tu allies ces deux choses pour ne pas creuser d'inégalités? C'est une gymnastique quotidienne en fait. Les élèves n'osent pas parler,
n'osent pas dire. Mais donc je le lis sur leur visage. Je suis extrêmement attentive à ce qui se passe dans leurs gestes, dans leur communication non verbale, je dirais. Et je vais vers eux. Je lis sur leur visage. Ils froncent les sourcils en général, ou alors ils sortent leur téléphone portable. Un très bon signe pour voir que, bon, Camilla, c'est sympa ce que tu me dis, mais je préfère mon portable, quoi. Voilà, c'est ça. Et très souvent, je leur dis, hop, et donc je vais vers eux, je les accompagne. J'ai des élèves qui étaient allophones quand ils sont arrivés en seconde, donc je passe par en général l'anglais, qui est une langue qu'ils connaissent. Donc voilà comment j'essaye de faire, mais c'est un travail au quotidien. C'est vraiment être dans la classe tout le temps et être attentif à tout et sans arrêt. Voilà comment j'essaye. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes applications ? Non. Pourquoi ? Parce que là, c'est pour discuter entre fans et parler de leur centre d'intérêt. Exact. Ok, ces deux catégories-là utilisent des réseaux sociaux. On est d'accord, jusqu'à présent. Mais un, ils n'utilisent pas les mêmes. Et deux, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas pour la même chose. Exactement, c'est pas pour les mêmes raisons. Et c'est exactement ce que je voudrais que vous disiez. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, il y a un super parcours sur être prof qui s'appelle « Établir un contrat pédagogique clair » et qui peut être un vrai complément à ta proposition. Je comprends la démarche, je comprends la possibilité du coup de mettre en activité les élèves, de les motiver, qu'ils soient en action. Où est la place du savoir théorique dans ta démarche ? Parce que quand même, en tant qu'enseignant, on a un poil d'avance sur la compréhension des savoirs à partager. Et ça vient comment dans ta séance, dans ta séquence ? Moi, je suis la sachante. Donc en général, je sais comment on utilise les mots, qu'est-ce qu'on doit dire, et c'est pour ça que quand on fait une synthèse, alors il y a deux choses. Il y a une première synthèse qui est entre guillemets où l'élève est seul. Quand il termine son parcours à la fin de la séance, je leur remets des fiches sur lesquelles ils m'écrivent les synthèses, donc ce qu'ils ont retenu en gros du cours, et je lis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me rendre vos documents. Ceux qui ont travaillé sur ordinateur en dématérialisé, n'oubliez pas de me renvoyer les documents via ma messagerie. Donc je lis, je note. Alors je note, c'est ce que je leur dis toujours, c'est je note pas la véracité des propos, je note l'effort. Donc je vois comment ils ont travaillé. Et puis c'est ce qui me permet en fait de faire une rémédiation en début de séance où j'accueille les élèves toujours par qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Et c'est le moment pour moi de réajuster justement ces savoirs. C'est le moment pour moi de bien donner les bonnes définitions ou les mots qui doivent être utilisés ou les concepts qu'on doit retravailler. Alors c'est toujours un peu difficile parce que souvent, alors il y a certains mots, notamment quand on enseigne des matières techniques, par exemple l'économie droit, j'utilise beaucoup les mots que nous pouvons connaître. Les élèves, eux, ne les comprennent pas forcément. Donc je leur dis « Ah, c'est quoi ce gros mot ? Ah, moi je sais pas ce que ça veut dire » et je joue beaucoup là-dessus. Et ensuite je les explicite. Et c'est comme ça que, en tant que sachant, je transmets quand même le concept que les élèves doivent connaître, sans pour autant leur montrer que c'est moi qui finalement leur dis ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent connaître. Ils le comprennent parce que je suis le prof, mais j'essaye en tout cas de rire là-dessus en leur disant non, mais moi je sais pas, moi je suis mamie, je suis mamie 90 ans, je connais pas. Voilà, donc parfois il y a des élèves qui jouent avec aussi, on interagit comme ça, mais voilà. Parce qu'on est bien d'accord que le défi, enfin je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais le défi pour nous en tant qu'enseignants, dans ces méthodes dites actives, c'est de bien faire la différence entre l'activité et l'enjeu cognitif et ce qu'il y a à retenir et avec quoi repartir, quoi. C'est exactement ça. Et c'est un énorme enjeu. D'ailleurs, à la fin de chaque séance, avec une classe, je reviens toujours sur la séance en me disant, donc une espèce de petite introspection, en me disant, ok, est-ce que j'ai atteint mes buts ?
Oui, non. Si je les ai atteints, tant mieux, je suis contente. Si je les ai pas atteints, je vérifie que la fois d'après, je leur rappelle et je n'hésite pas à leur dire. Alors, j'ai pas bien insisté la dernière fois sur ça, mais il faut absolument que vous sachiez telle et telle notion. Voilà, après tout, on est humain et que. Tout à fait. Voilà, parfois, on zappe. Amayas, pensez à bien faire la synthèse, s'il vous plaît. On est OK ? C'est hyper important. Sinon, je vois pas comment vous travaillez. Dis-moi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer ? Par quoi commencer ? Quel serait le premier plus petit pas possible, si cher à être prof ? Aller dans une classe. Ok. Pour moi, au-delà des théories, de comment on fait, pour moi, c'est l'observation. On observe, on va dans une classe d'un collègue et on regarde. On regarde comment le collègue agit. On regarde aussi son cours, s'il est d'accord. Mais bon, en général, quand ils sont dans les classes, c'est que le premier pas est acté. Et on voit si c'est quelque chose qui nous plaît ou pas. Parce que finalement, c'est énormément de travail avant de préparer la séance et pendant la séance. Parce qu'avant, on fait le fil et puis pendant, on vérifie que les élèves ne font pas rien. On vérifie que les élèves sont actifs. Parce que finalement, les élèves n'ont pas l'habitude d'être acteurs. Ça a été justement dans ma classe de lycée général, la première fois quand j'ai fait cours, ils étaient un peu déroutés. Et ils m'ont dit « Mais madame, on n'a pas fait cours !» Oui, c'est ça. Et on est bien d'accord que actif, c'est pas seulement faire quelque chose, faire bouger des choses, mais c'est bien actif. Dans le cerveau, cognitivement. Bien sûr, ouais, absolument, c'est parce exactement que ça. C'est bien souvent le malentendu qu'il y a par rapport aux méthodes dites actives. Oui. C'est pas j'écris, non, c'est tu réfléchis. et c'est le plus difficile pour l'élève, c'est qu'il est actif cognitivement parlant, il fait fonctionner sa tête, il réfléchit pour pouvoir donner finalement le meilleur de lui-même. Merci beaucoup, jeunes gens, pour ce moment fort sympathique, comme d'habitude. T'as souvenir, toi, de ta manière d'avoir été embarquée dans les apprentissages quand tu étais élève ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais une élève hyper docile, oui. Scolaire ? Oui. Eh oui, comme beaucoup de profs. Hein. Mais écoute, bravo du coup pour le parcours, parce que quand on a été bon élève, on a parfois du mal à identifier ce qui peut gêner nos élèves. Merci beaucoup, en tout cas, Camilla, pour ce voyage dans ta méthode et dans ta manière d'embarquer les élèves. Merci, de rien. J'étais ravie de vous rencontrer dans ma classe. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.